Bonjour les amis, un nouveau jour dans notre région du périph'. Vous connaissez la pollution de l'air, mais la pollution numérique, comment la combattre en Île-de-France? Vos réactions dès maintenant sur nos réseaux sociaux, directement sur la page Facebook de France 3 Paris Île-de-France. Notre héroïne du jour nous vient de Versailles. J'ai des offres d'emploi pour vous du côté de Longueville, dans le 77 et aussi à Paris. Paris où nous attend Célia Semama en duplex du 1er arrondissement. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Comme je suis content de vous retrouver, je suis heureusement pas seul pour aborder tous ces sujets. Il y a vos témoignages et puis nos experts également. Inès Léonarduzzi, fondatrice de l'ONG Digital for the Planet, je l'ai dit avec mon meilleur accent anglais du matin, pour nous accompagner dans notre lutte contre la pollution numérique dans la vie de tous les jours. Comment ça va Inès? Ça va très bien et toi? Très très bien, on est content de te retrouver dans l'émission. Elle a commencé à me tutoyer, je vais continuer. Je ne peux pas faire autrement maintenant. Est-ce que ça demande de gros efforts de lutter contre notre pollution digitale? En quelques mots Inès. Il y a deux échelles. Il y a des actions très faciles et puis il y a d'autres actions dans d'autres sphères qui sont un peu plus longues. Bon, on va voir ça évidemment dans quelques instants. On compte sur vous aussi pour commenter tout ce qu'on dit sur le post Facebook de France 3 Paris Île-de-France. Notre expert emploi aujourd'hui, c'est Hubert Larnay de chez Pôle emploi Île-de-France, avec des offres dans quel secteur aujourd'hui? Esthéticien, esthéticienne. Voilà, c'est le métier du jour. On vous parle de ce métier d'esthéticien, d'esthéticienne aussi dans l'émission. Notre héroïne aujourd'hui s'appelle Louise Parent. Vous la découvrez, elle est rédactrice en chef du web magazine WAM. Elle est née et a grandi à Versailles, elle vit à Paris aujourd'hui. Ce magazine, je cite, casse les codes. C'est ça? J'essaye en tout cas. C'est la beauté, la fashion, mais pour tout le monde? Pour tout le monde. Tous ceux qui aiment la mode, la beauté et les tendances surtout. Bon, on a hâte de raconter votre histoire. Ce sera à la fin de l'émission. Célia Semama est en duplex depuis le 1er arrondissement de Paris. On va se connecter avec elle. Bonjour ma Célia, comment ça va? Salut Rafale, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous aujourd'hui avec Yannick Schütter, on a décidé d'un petit peu braver le froid pour se faire ici une virée à la Pretty Woman, place Vendôme, ou presque, puisqu'évidemment pas de voitures extravagantes ou encore de bijoux incroyables. Nous sommes même justement avec un fabricant de joaillerie qui a décidé de faire quelque chose d'un peu écologique, engagé. À mes côtés, Manuel Malène, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Courbet, une marque un petit peu quand même différente ici à la place Vendôme. Oui, sa particularité, c'est d'être la première marque de joaillerie écologique de la place Vendôme, puisqu'on utilise de l'or recyclé, qui provient de vos téléphones portables, des ordinateurs, il y a un petit peu d'or là-dedans, et on sait déjà qu'il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre, donc pourquoi pas le réutiliser. Et ensuite, on n'utilise que des diamants créés en laboratoire, des diamants créés par l'homme, donc il n'y a aucun dommage écologique, puisque les mines, c'est quelque chose d'assez effroyable en termes écologiques. C'est assez incroyable, et ça existe depuis combien de temps maintenant? Alors Courbet existe depuis mai 2018, place Vendôme. Et en fait, voilà, depuis on a ouvert au printemps Haussmann une boutique et on se régale. Écoutez, super. Alors moi, quand même, ce que je vous propose, parce que quand même difficile de le croire sans le voir, on va aller à l'intérieur, regarder ça de plus près. On revient évidemment dans quelques minutes. À tout de suite. Sans le voir et sans le porter, je connais assez bien Yanis et Célia, pour savoir qu'ils vont nous faire un petit essayage. Ce sera évidemment le fil rouge de notre émission. Des bijoux qui ne polluent pas, ok, on va vous le montrer dans Ensemble c'est mieux, mais la pollution numérique, elle est là. Et il ne s'agit pas juste des spams que vous recevez dans votre boîte mail ou alors des pubs que vous avez en bandeau sur vos sites internet. On vous explique tout maintenant. On en parle, je vous l'ai dit, avec vos témoignages. Vous nous avez envoyé beaucoup de vidéos. On va en regarder quelques-unes dans un instant. Quelles actions du quotidien polluent le plus? On fait le point en images, regardez. J'ai pas reçu ton mail. T'inquiète, je te le renvoie. Envoyer un mail, faire une recherche internet, visionner un film, échanger avec nos proches sur les réseaux sociaux, utiliser des objets connectés, toutes ces actions semblent immatérielles et sans conséquences. Pourtant, elles sont très gourmandes en énergie. Si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros consommateur mondial d'électricité. Pollution numérique générée par nos 34 milliards d'appareils connectés sur la planète est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le globe. Et d'ici 2025, on prévoit le double. 10 milliards de mails sont échangés dans le monde en l'espace d'1 heure. Et le pire, c'est le visionnage de vidéos en ligne, qui absorbe 60% des flux de données sur Internet.
Pour faire fonctionner tout ça, rien qu'en France, 180 data centers utilisent à eux seuls 10% de la consommation électrique nationale. Mais pour réduire la pollution numérique, on peut agir à son échelon. On évite par exemple les objets connectés, on stocke le moins possible sur le cloud, notamment ses mails, on privilégie le téléchargement au streaming vidéo et on éteint sa box internet la nuit. Ok les geeks. Ok les geeks, je plaide coupable. Hein. Moi-même, dans la poche, j'ai mon téléphone portable. Vous l'avez, Louise, forcément, vous êtes venu avec votre téléphone. Hubert aussi. Oui, nécessairement. Hubert, c'est le moins sérieux d'entre nous, évidemment. Il a son téléphone. Inès. Bien sûr. Et pourtant, Inès a monté cette ONG qui s'appelle Digital for the Planet. C'est quoi l'objet de cette ONG? On travaille sur les pollutions numériques, ça vise à les réduire, et on travaille sur la notion d'écologie numérique, donc enseigner, informer le maximum de citoyens. On est présent sur 3 continents, à la fois sur les pollutions environnementales, mais intellectuelles et sociétales du numérique. Mais pourtant, vous aussi, alors vous pouvez plaider coupable, vous polluez digitalement? Bien sûr, on pollue tous digitalement. On ne peut que réduire pour le moment. Alors, est-ce que c'est vraiment plus polluant que les voitures, le plastique, les avions? Alors non, c'est pas plus. Alors oui, aujourd'hui, l'industrie numérique pollue plus, c'est ce que les recherches ont donné, que l'industrie aéronautique mondiale. Donc ça, c'est une première, et ça va grandissant. Maintenant, non, les premiers postes de pollution, ça reste la pollution ménagère, le trafic routier, le trafic maritime. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le meilleur moyen de voyager, le plus écolo, ça reste le train aujourd'hui. Il y a des choses merveilleuses qui se font en Europe pour voyager en Europe en train. C'est fabuleux. Mais non, le numérique, oui, c'est une pollution qui est très dangereuse parce qu'elle grandit vite. C'est ça, on a raison de s'en inquiéter maintenant ou c'est peut-être déjà trop tard? Je pense pas, sinon je pense qu'on est obligé de rester optimiste et on a toujours des raisons de le rester. C'est pas trop tard. Par contre, non, il faut s'en saisir maintenant. Quels impacts est-ce que ça peut avoir sur l'environnement, justement, cette pollution digitale? Ils sont multiples. Par exemple, on a l'enjeu des... Ça marche de 3 façons. D'abord, vous avez la fabrication des appareils qui nécessitent des terres rares et donc l'extraction minière dans des pays comme la Bolivie, comme la RDC en Afrique, et où ça a des conséquences déplorables, dramatiques sur le plan environnemental, atmosphérique, mais également humain. Ce sont des pays où j'ai passé beaucoup de temps pour étudier les raisons et les solutions. Après, on a l'enjeu des... Pardon, on ne dira jamais assez que c'est un problème global. Hein. Évidemment, hein, on s'en parle ici de façon locale, mais ça touche la planète entière. Ça touche la planète entière. Un téléphone, entre le moment où il est fabriqué et le moment où il arrive dans notre poche, justement, ça fait à peu près 4 fois le tour du monde, juste pour être fabriqué. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur le plan des usages, en fait, chacune de nos requêtes nécessite des allers-retours vers des centres de stockage de données. C'est à peu près 1500 km de parcours de la fibre, de la donnée, dans des fibres qui voyagent sans cesse en continu. Tout ça nécessite de l'électricité fabriquée à partir d'énergie fossile, et il faut énormément d'eau, autant que de nombreux hôpitaux dans des pays qui n'ont pas les moyens d'en avoir, simplement pour refroidir ces machines qui traitent nos moindres requêtes, le restaurant dans lequel on va manger. Incroyable d'entendre ça. Je pense que justement, on est content de vous en parler ce matin pour vous sensibiliser. Si ce n'est pas déjà le cas, vous entendez qu'on a besoin d'autant d'énergie fossile, l'électricité, l'eau, juste pour nous donner, pour qu'on puisse envoyer des mails ou pour regarder des films en streaming, quoi. Et puis après, il y a l'enjeu du recyclage, qui est aussi notre paire de manches. J'aimerais partager avec vous ce témoignage d'une de nos téléspectatrices. C'est Siam qui, elle aussi, a pris une bonne résolution. Regardez. J'ai appris que la pollution numérique émettait 4% des gaz à effet de serre. Donc j'ai décidé de réduire mon impact en triant régulièrement mes mails et mon cloud. Je me suis également désabonnée de toutes les newsletters inutiles et j'ai également supprimé les applications que je n'utilisais plus. Qu'est-ce que vous pensez, Inès, du témoignage de Siam? C'est de très belles actions, surtout si elles sont menées à grande échelle. Hélas, c'est pas là où on va le plus polluer. Alors c'est nécessaire si on le fait vraiment, si on est des millions à le faire, c'est fabuleux. On fait une économie d'énergie, évidemment, et rien n'est négligeable. Toutes les actions sont très belles. Maintenant, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des appareils. Donc en fait, c'est quand on achète régulièrement, presque tous les ans, de nouveaux appareils, ça c'est extrêmement polluant. Donc je préfère quelqu'un qui laisse des notifications, peut-être, mais qui attend peut-être 4-5 ans, la vraie durée de vie d'un appareil, avant de le changer. En fait, on aiderait beaucoup plus la planète sur le plan des chiffres. Maintenant, ça reste de très beaux gestes que j'encourage. Peut-être des très beaux gestes dont vous êtes saisie, Louise Parent, influenceuse également, très présente sur les réseaux sociaux. Oui. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Est-ce que ce problème de pollution digitale, vous en êtes consciente?
Bah, on en est consciente, alors peut-être pas à ce point-là, je n'avais pas tous les chiffres, et c'est dingue parce que rien que quand on a parlé, le nombre de mails, de notifications, Alors les appareils, j'essaie de pas trop en acheter, mais c'est vrai que toute l'eau qu'on consomme, en fait, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on fait attention dans nos salles de bain, on fait attention dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que cette eau, elle sert aussi à refroidir des câbles. C'est tellement abstrait qu'on s'attend à juste, quand on se brosse les dents, refermer le robinet, et on a l'impression d'avoir un peu sauvé la planète, enfin en tout cas aidé. Mais là, non, c'est incroyable. Est-ce que, Inès, notre région Île-de-France est à la pointe sur le combat contre cette pollution digitale ? Aujourd'hui, il n'y a pas de région dite à la pointe. Il y a peut-être simplement un pays que je saluerai. Aujourd'hui, ce serait le Japon, qui pour les JO 2021, puisque ça a été reporté d'une année, ont décidé, c'est un projet qui a été initié, on les avait accompagnés il y a quelques années déjà, sur la récolte de plein d'appareils électroniques qui dorment dans nos tiroirs. Ils ont récupéré l'or et l'argent qu'il y a dedans, parce qu'il y en a, pour fabriquer des médailles d'or pour les Jeux Olympiques. En fait, la leçon à retenir, c'est qu'on est riche de nos poubelles, et que plutôt que d'extraire ce que disait très bien Manuel Malène de la maison Courbet, de la maison écologique vendômienne. Qu'on va retrouver avec Célia Semama dans quelques minutes, évidemment. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'or sur Terre que sous Terre aujourd'hui, tellement on en a exploité. Et ça, c'est à faire. Donc, je saluerai plutôt le Japon. Après, l'Île-de-France se saisit de ces sujets, comme beaucoup d'autres régions en France. Et je les en remercie. Pourquoi, Inès, est-ce qu'on est aussi peu sensibilisé ? Parce qu'en fait, c'est très immatériel. Et nos cerveaux ne sont pas câblés pour ressentir des dangers que nos sens ne peuvent pas percevoir. C'est-à-dire que si je te dis que là, il y a un danger tout de suite, Louise, tu vas me dire, mais je ne le vois pas, et donc tu ne vas pas t'alerter. C'est ce qui se passe avec le numérique. Une usine qui pollue bien avec des grosses fumées noires, c'est très tangible. Là, ça ne l'est pas. Et donc, c'est quelque chose qui, biologiquement, déjà nous pose problème. Et surtout qu'on nous a éduqués aussi. La deuxième chose, c'est aussi l'éducation et les informations qu'on a reçues. On a tous entendu Save the Planet, go paperless, n'utilisez plus de papier, passez à Internet, ça pollue beaucoup moins. Et c'est pas dit. Alors, il y a des chiffres qui viennent apporter une juste mesure, c'est pas l'un ou l'autre. Mais c'est aussi la deuxième raison, c'est qu'on a appris à penser que parce que ça ne se voyait pas, il n'y avait pas d'impact. Je vois, on a à peine parlé de ce sujet quelques minutes et Louise a déjà l'air un peu plus enthousiaste quant à la lutte contre cette pollution digitale. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Une fois qu'on est sensibilisé, est-ce qu'on l'est pour de bon ? Moi, ça fait 4 ans que je me régale en donnant des conférences, en rencontrant des publics différents. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit « c'est pas un sujet ». Alors si, au départ, tout au départ, mais vous savez ce que c'est en fait. Quand vous montez un projet, au départ, vous êtes moqué, ensuite vous êtes critiqué, puis seulement vous êtes respecté. Donc au départ, oui, les gens disaient c'est pas vraiment sérieux ton truc. Puis aujourd'hui, les gens sont complètement absorbés par ce sujet et tout le monde, j'ai l'impression, s'en saisit. Justement, absorbé en ce sens, j'ai cette question que nous a envoyée Virginie. De mon côté, j'essaye de mettre en place une sobriété numérique, c'est-à-dire que je ne regarde pas des séries en boucle et je ne renouvelle pas mon matériel numérique trop souvent. Et à côté de ça, je fais de la sensibilisation par le dessin parce que, comme dit, c'est un sujet qui est méconnu. Donc j'en viens à ma question, ne trouvez-vous pas qu'il serait pertinent de sensibiliser à la pollution numérique dans les écoles et dans les entreprises ? Alors ? Je crois qu'on... Dès le plus jeune âge et pour tous les publics alors ? C'est une des actions principales de Digital for the Planet. On intervient dans les écoles, dans les hôpitaux, on intervient dans les MJC et les enfants. Moi, en tout cas, j'y vais personnellement parce que je crois que c'est l'activité que je préfère. Et on a fait des études et des sondages après nos conférences. On essaie de mesurer l'impact qu'on a chez les gens, peu importe le public. Et le taux d'absorption chez les enfants est le même que les adultes. Et le taux de changement de comportement est de 160% supérieur à celui des adultes après nos conférences chez les enfants. Donc c'est hyper positif. Bon, Inès, quelques conseils en règle de 3, puisqu'on est sur France 3, évidemment, pour réduire notre pollution digitale. Faites-le comme si vous parliez à un public jeune. Moi, j'ai besoin de tout comprendre. Alors, la première chose, il y a eu des bonnes choses qui ont été dites. C'est évidemment de ne pas renouveler sa flotte d'appareils trop régulièrement, d'acheter des appareils plutôt petits. Quand on achète un écran 15 pouces, c'est plus polluant parce que ça nécessitait plus de terres rares. Donc acheter des écrans petits, c'est suffisant, mais du reconditionné aussi. Il y a de la seconde main. On n'a pas peur d'acheter une voiture d'occasion et de s'élancer à 130 sur l'autoroute. Par contre, on est flippé d'acheter un appareil qui a déjà servi à quelqu'un d'autre avant. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a plein d'éducation. C'est terrible, je me reconnais dans ce que Inès dit. Oh là là, je me sens coupable. Ensuite, favoriser le Wi-Fi plutôt que la 4G, qui consomme 23 fois moins de données, simplement dû aux antennes émettrices qui sont très énergivores. Donc simplement prendre le Wi-Fi plutôt que la 4G, surtout quand on regarde des films ou quand on télécharge des photos, par exemple. Et puis, on arrive à la 5 en plus, la 5G. Là. Ouais. Donc, Wi-Fi.
Entendu. Sujet. On Et se ensuite, branche. troisième point, je dirais débrancher sa box le matin et la rebrancher le soir. Alors, on ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on a cette espèce de vieille idée qui date d'il y a 20 ans que pour la rebrancher, ça va prendre 20 minutes ou 30 minutes à rebrancher et on ne veut pas attendre ce temps. Sauf que, c'est faux. Aujourd'hui, ça prend 3 secondes à repartir. Et surtout, sur le foyer, on peut économiser jusqu'à 100 €, 80-100 € par an en débranchant son appareil le matin et en le rebranchant le soir. Donc, c'est gagnant-gagnant partout. Bon, Inès, elle a dit 2 secondes. Moi, je le fais. J'éteins ma box le soir avant de monter et puis je la rallume le matin. Ça prend 1 minute 30. Voilà. C'est vrai? Oui, je suis dans les vrais chiffres. En tout cas, chez mon opérateur, ça prend 1 minute 30. Très bien. Mais au moins, je le fais justement par souci d'économie d'énergie. Merci beaucoup, Inès, pour tous ces conseils. On ira lire les vôtres aussi sur la page Facebook France 3 Paris Île-de-France. On va retrouver justement Célia dans le 1er arrondissement de Paris chez notre joaillier écolo. Tout à fait, Raphaël. D'ailleurs, justement, pour l'occasion, j'ai enfilé mon plus beau pull. Alors, en tout cas, ce que me disait justement Manuel, c'est que pour fabriquer justement un bijou, pour fabriquer justement ce diamant, il y a plein de phases de fabrication. Hein, c'est bien ça? Ah oui, c'est extrêmement complexe. Quelque part, l'idée, c'est de dire c'est le génie humain qui a reproduit la magie de la nature. Donc c'est complexe, c'est long, et quand on crée du diamant, on le crée aussi avec la même incertitude de résultat que la nature. Ça peut être très très beau, mais ça peut être très très vilain également, et ça on ne le sait qu'à la fin. Et alors, tout se passe d'abord ici, dans cette machine. Oui, alors là, c'est une reproduction vraiment petite, puisque cette machine, elle fait à peu près la taille de la pièce. Et en fait, c'est au centre de cette machine, au cœur de cette machine, qu'on va produire le diamant. C'est-à-dire, comme je vous le disais, en reproduisant les conditions de la nature, c'est-à-dire que le carbone, puisque le diamant, ce n'est que du carbone, ce carbone va être emprisonné sous haute pression de température, et durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si on veut des gros diamants, il va se cristalliser petit à petit, il va pousser, et puis après, on va le récolter. Et on l'enverra au tailleur qui va nous dire il est très beau, je peux en faire quelque chose de merveilleux, ou franchement, vous pouvez le jeter et on recommence. D'ailleurs, justement, quand ça sort d'ici, ça devient un petit peu ça, hein, c'est ça? Oui, exactement. En fait, là vous voyez un diamant brut avec le polycristallin qu'il y a autour. Ça, on l'enlève, d'accord? Et ensuite, vous obtenez vraiment le diamant brut. Et ce diamant brut-là, si je fais une analogie, c'est un petit peu comme, vous savez, ce morceau de verre un peu dépoli que vous trouvez sur la plage de temps en temps. C'est à peu près ça. Et en fait, là, va y avoir aussi, quelque part, l'artisanat humain, qui va être le tailleur, qui, lui, va pouvoir sortir de ça cette pierre, par exemple, d'environ 1 carat. Donc voilà. Et il faut savoir, par exemple, sur un diamant rond, il y a 57 facettes. Et ces 57 facettes, si elles sont taillées à la perfection, avec les bons angles, etc., la lumière, elle va péter à l'intérieur, vraiment. Ça va être incroyable. D'accord. Mais alors, quand même, comment on sait quand est-ce qu'un bijou, justement, un diamant, est prêt? Est-ce qu'il y a un minuteur qui est mis? Comment on sait? Alors, c'est pas un micro-ondes, hein, soyons clairs. Ça fait pas ding, ding. Non, par contre, c'est selon la taille du diamant. Si on veut un diamant plus ou moins gros, on sait qu'il va nous falloir plus ou moins de temps, tout simplement. Et donc, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Quelques jours. Oui, exactement. Mais vous savez, dans la nature, ça s'est fait en quelques heures dans le magma terrestre. Ensuite, il a fallu des millions d'années pour que ça remonte au-dessus de la Terre. Mais le process, ça a été encore plus rapide dans la nature. Alors, une fois que la fabrication est faite, il y a effectivement un tailleur qui intervient et qui, justement, façonne le diamant un peu comme vous le souhaitiez. Alors, comme on le souhaite, oui et non, parce que ça va dépendre aussi de la pierre, de cette pierre brute. Il va essayer d'en extraire la quintessence. Et s'il pense que un diamant carré, taille princesse ou taille émeraude sera plus adapté qu'un diamant rond, c'est lui qui va le faire. Donc on va lui laisser ce choix-là parce que c'est lui le spécialiste, c'est lui l'artisan sur ce coup. Alors, en tout cas, la dimension, clairement, elle est écologique, mais est-ce qu'elle est aussi un peu économique? Est-ce qu'on fait des économies, justement, en achetant ce genre de bijoux? Alors, il faut savoir que la principale raison, elle est écologique, et vous avez raison, parce qu'il faut savoir que les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est les mines de diamants. Allez sur Internet, regardez mines de diamants images, et vous comprendrez ce qu'on veut éviter. Et je ne vous parle pas des problèmes humains. Mais ensuite, il faut savoir qu'un diamant, c'est 3 fois plus cher à produire en laboratoire qu'à extraire de la mine. Par contre, on a beaucoup, beaucoup moins d'intermédiaires. Et en fait, ce diamant-là, vous allez retrouver un gain relativement important, puisqu'il est sur 1 carat, on va être à peu près 40% moins cher. Mais non pas parce qu'il est moins cher à produire, au contraire, mais parce qu'il y a moins d'intermédiaires. D'accord. Alors, ce qui est également très intéressant, c'est que
À la fois, il y a effectivement ce diamant qui est juste ici, et puis il y a l'or aussi que vous recyclez. Hein. Oui, l'or, il est un peu particulier. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'or, il y en a plus au-dessus de la Terre. On a déjà extrait énormément. Et il faut savoir qu'il y a un petit peu d'or dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs. Et c'est cet or-là qui nous intéresse. Et en fait, on le recycle et on lui donne une nouvelle vie. Une nouvelle beauté, j'espère, en tous les cas. Et, mais toute l'idée, c'est de dire, il y a déjà assez, on a ce qu'il faut. Déjà suffisamment. Et alors nous, on a envie de voir ça, on a envie de voir justement à quoi ça ressemble fini. Je vous propose qu'on revienne dans quelques minutes pour voir ça de plus près. À tout de suite. On apprend des choses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'or dans mon téléphone portable. Je comprends pourquoi est-ce que les gens les achètent aussi cher. Maintenant, des initiatives qui visent à prévenir ou à rompre l'isolement de nos parents, de nos seniors. On en parle régulièrement dans Ensemble, c'est mieux. Vous aussi, ça vous a fait beaucoup réagir et vous pouvez contribuer à rompre cet isolement en rejoignant des associations. Petit tour d'horizon des possibilités en images. Alors, tu t'occupes toujours des personnes âgées ? Plus que jamais. Ils ont besoin de nous en ce moment. L'épidémie de Covid-19 isole encore davantage les personnes âgées seules. Leur santé morale et physique s'en ressent. Alors si vous souhaitez leur consacrer un peu de temps, n'hésitez pas. De nombreuses associations telles que les Petits Frères des Pauvres, le Secours Populaire, la Croix-Rouge ou Emmaüs peuvent vous mettre en relation avec des personnes âgées. Depuis le début de la crise sanitaire, toutes les activités collectives sont suspendues, mais les visites à domicile sont possibles, bien sûr dans le strict respect des gestes barrières. Des services d'accompagnement téléphonique ont également été mis en place. Vous pouvez ainsi entretenir une relation à distance avec un aîné qui ne souhaite pas de visite physique. Gwendoline, 28 ans, est bénévole aux Petits Frères des Pauvres. Je visite une personne âgée depuis 5 ans. Avant le premier confinement, j'allais lui rendre visite une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines et on se téléphonait entre deux. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment important pour elle d'avoir des visites, puisqu'elle me l'a déjà dit, elle m'a dit que ça lui permettait de rompre son quotidien et aussi d'avoir toujours le contact avec l'extérieur. Maintenant, avec les restrictions sanitaires, on a décidé de continuer de se rencontrer et de maintenir ce lien. Rapprochons-nous de nos aînés et dans cette période difficile, manifestons notre solidarité intergénérationnelle. Bravo Gwendoline pour votre engagement. Priorité emploi dans Ensemble, c'est mieux. Des offres dans un instant et un métier pour vous inspirer. Et voilà le travail. Mon expert emploi, c'est le responsable média chez Pôle emploi Île-de-France, Hubert Larnay. Comment ça va Hubert depuis tout à l'heure? Très bien. Bon, on va parler aujourd'hui du métier d'esthéticienne, d'esthéticien. Oui. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Île-de-France? Oui, tout à fait. Il y a environ 2800 offres par an en Île-de-France, donc c'est un secteur qui recrute. L'année 2020 qu'on a connue était évidemment un peu plus compliquée puisque les gens se sont moins déplacés, mais c'est un secteur qui recrute. J'ai des offres disponibles pour vous grâce à Hubert. C'est plutôt lui qui les a sur sa fiche, qui les a cherchées pour les partager avec vous. Qui nous regardez, ce sera dans quelques instants. Juste avant, je vous propose de passer un petit moment avec Florence, esthéticienne elle-même, et brow stylist. Je suis Florence Temim, je suis esthéticienne et je suis aussi brow styliste. On s'occupe de la mise en beauté du regard, donc des cils et des sourcils. Moi, en vérité, je ne viens pas de ce monde-là, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'ingénieur d'affaires dans l'high-tech, dans l'informatique. À 40 ans, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai voulu revenir à un métier qui correspond beaucoup plus à mon ADN, un métier manuel, j'avais plus rien à prouver. Au niveau de ton sourcil gauche, c'est ici que ça décolle, parce que ta tête, elle tombe, donc forcément, c'est toujours... Ah, Dalida, c'est the best. Alors. C'est bien, là, déjà. Ah, non, oui, c'est mieux, mais alors... J'ai créé moi-même tous mes protocoles sur la base du dessin. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour faire des jolis sourcils? Eh bien, avant de les épiler, on va dessiner le contour de ce que l'on veut obtenir. C'est de l'art. Le sourcil, surtout maintenant, où on ne peut pas montrer la bouche. Le regard, c'est vraiment tout ce qui nous reste. Vous pouvez tout transmettre de par votre regard. C'est ce qui va faire que vous allez avoir l'air triste, heureuse, même Cléopâtre.
faisait attention à ses sourcils. Ça date de l'Antiquité, en fait. Hein. Ton regard, il est plus... Même reposé, même... ouais. Un jour, j'ai une DRH qui a pleuré parce qu'elle avait l'air toujours étonnée avec ses sourcils, donc les gens ne la prenaient pas au sérieux. Et le fait de redonner du caractère et un style, ça lui a permis de s'asseoir dans sa position, en fait, et donc d'être beaucoup plus à l'aise avec son job. Ah, mais comme Carla, alors. Ah, je savais pas. Dans la famille, c'est la seule qui l'a eu. Et pourtant, j'ai été testée 2 fois et tout. Quand on est esthéticienne, il faut aimer les gens parce qu'on touche les gens, parce qu'on leur donne du bien-être. Quand une cliente reste 2 heures et qu'on lui pose des extensions de cils, on parle, on connaît sa vie, on échange, on est un peu psy. C'est une évidence. C'est tout en douceur, donc on peut parler tranquille. C'est vrai, ouais, c'est ça. J'adore, je me suis jamais autant amusée que dans ce nouveau métier. Ça papote du côté du salon de Florence, ça papote aussi sur le plateau. Je me permets de poser la question parce que je connais la réponse. Les filles, Inès, Louise, vous consultez vous-même des esthéticiens, esthéticiennes? Ouais. Louise? Ouais. Ouais. Alors c'est un ouais. Franc, massif. Toi, Inès? Évidemment. Évidemment. Alors, je dis la vérité parce qu'on se dit tout dans son petit mieux. Elle m'a dit, tu crois vraiment que tout ça, ça se fait sans esthéticienne? Évidemment, je suis sûr que même au naturel, Inès, vous êtes fantastique. Hubert, alors... Oui, je voudrais signaler que les hommes sont de plus en plus nombreux. Hein. C'est plus de 10% des clients, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans. À la fois dans la clientèle et aussi en tant que praticien. Évidemment. On commence avec les offres. Vous voulez peut-être compléter sur ce qu'on a vu? Peut-être juste un mot sur les esthéticiennes et les esthéticiens, parce que la majorité travaille dans des instituts de beauté. Et l'Île-de-France est la première région en nombre d'instituts de beauté, il faut le savoir, cocorico. Donc, c'est plutôt effectivement dans ces enseignes. Mais il faut savoir que c'est aussi dans les thalassos, les spas, voilà, il y a plusieurs endroits où elles peuvent exercer. Et puis, je voulais signaler aussi une évolution du métier qui est assez récente, qui sont les socio-esthéticiens. C'est extrêmement important parce que eux, ils travaillent pour redonner confiance par le soin. Et ça se développe dans les hôpitaux, les maisons de retraite, pour les personnes fragilisées, en insertion sociale. Voilà. Et donc, du coup, ça rejoint aussi quelque part notre activité à Pôle emploi. Donc, le métier, voilà, qui peut gagne à être connu, qui prend encore plus de sens. Hein. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est une très belle évolution. Une première offre, une offre qui est basée dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, tout à fait, puis qui est complètement en lien avec le reportage, puisque c'est à l'atelier du sourcil. Donc là, vraiment, on est vraiment dans le sujet. Donc c'est tout ce qui concerne les extensions de cils, ou au contraire, les épilations de sourcils, voire la dermopigmentation. Voilà, alors il y a plein d'autres termes anglais que je vais pas citer, puis je les connais moins bien, mais voilà, c'est beaucoup d'activités dans cette offre d'emploi. Et puis il y a quelques activités aussi, gestion de planning, encaissement, etc. Le salaire est de 1 700 €. Il faut un CAP esthétique, hein, c'est la norme. Et puis c'est un CDI. Voilà. Donc c'est plutôt une très bonne offre d'emploi. J'ai remarqué, Hubert, que vous me regardiez avec insistance quand vous parliez des sourcils. Je vérifiais les sourcils. Vous pensez qu'il faut que j'y aille, c'est ça? Dites-le nous aussi sur la page Facebook de l'émission, Paris, France 3 Paris Île-de-France. N'hésitez pas à dire, Rafale, il faut que tu ailles chez l'esthéticien, chez l'esthéticienne. Je le ferai avec plaisir s'il y a plus de 100 commentaires. Voilà, et puis une offre également en Seine-et-Marne, dans le 77. Alors là, c'est plus large, hein, c'est le soin du visage, du corps, voilà. Puis certains peuvent en avoir besoin après les fêtes, hein, pour récupérer, reprendre soin de soi. C'est un CDI également, entre 1 480 et 1 600 €. Et les débutants sont acceptés, donc voilà. Le poste est ouvert à ceux qui viennent avoir leur CAP, par exemple. Le poste est à Longueville, hein, c'est ça, dans le 77. On a parlé de ce secteur de la beauté, du soin, du care. Est-ce qu'il y a un autre secteur porteur Oui, il y a un secteur qui est extrêmement porteur, qui est celui de l'industrie. Alors, généralement, quand on dit industrie, on pense à des choses un peu passéistes, alors qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Alors là, vous voyez effectivement le salon en ligne qu'on a organisé au mois de décembre et qui a eu beaucoup de succès, qui a attiré beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'industries. Alors, l'industrie, ça va de l'industrie spatiale jusqu'à la pharmacie, l'industrie pharmaceutique. Et on sait bien qu'en 2021, l'industrie pharmaceutique, ça sera plutôt important sur le sujet
voilà, de la Covid. Donc l'industrie est un secteur extrêmement porteur. Notez-le, et je suis sûr que Hubert ou nos autres experts ou expertes emploi reviendront avec des offres dans le secteur. C'est la promesse d'Ensemble c'est mieux, tous les jours des offres disponibles localement pour vous rendre service si vous êtes en recherche. On a parlé de l'industrie, il y a de l'industrie du diamant, des pierres précieuses, mais là c'est pas le cas puisque vous savez, du côté de chez Courbet dans le 1er arrondissement de Paris, on essaie de faire une alternative justement à ces diamants, des diamants écolo. On retrouve Célia Semama justement qui nous raconte tout et qui va... Ah bah oui, j'ai l'impression qu'elle fait son marché. Elle est en shopping, Célia. Alors cette fois, je suis justement avec Charles, qui est artisan joaillier, et je suis également avec Marianne, qui est donc la cofondatrice, et qui me disait justement il y a quelques secondes qu'avant que tout ça brille, eh bien d'abord un bijou, c'est d'abord un croquis, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. En fait, généralement, le croquis commence tout bêtement avec un petit dessin, comme celui-là. C'est pas du tout quelque chose de très joli, c'est simplement une idée qui se met sur du papier, et qui permet d'être un peu plus précis dans l'étape suivante, qui va être la transformation de ce dessin en CAD, un CAO, c'est-à-dire quelque chose de trois-dimensionnel. Et alors, les inspirations, vous les trouvez où, d'ailleurs? Est-ce que c'est dans votre quotidien? C'est-à-dire que généralement, c'est vraiment en simplement prenant du temps à réfléchir, et c'est souvent en allant au travail. Quand je suis dans une voiture, je n'ai rien d'autre à faire, donc je réfléchis. Et j'ai l'impression que ça vient tout seul. Il n'y a pas vraiment de choses précises. Je reçois souvent cette question. Dans cette pièce-là, en fait, ce qui m'a aidé à articuler la créativité, c'est les deux premières lettres de Courbet, le C et le O. Et j'essaie souvent de les intégrer dans les bijoux. Dans cette cas-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un cadenas dans le dessin. Et le cadenas est rond pour justement que ça fasse un C et puis un O. Oui, à chaque fois, effectivement, on reste un peu sur ces deux lettres. Et alors, justement, une fois qu'il y a justement un peu ce croquis, ce dessin, on passe un peu à l'ordinateur. Alors, c'est assez incroyable parce que moi, j'étais vraiment restée à la dimension artisanale. Comment ça se passe exactement? Normalement, je vais tracer des courbes et ces courbes vont être extrues et balayées. Et c'est plein de termes techniques. Mais en fait, il va être construit en 3 dimensions. Et cette pièce va ensuite permettre de passer à l'étape suivante qui est la fabrication, qui est en partie de la fonte, des choses qui sont vraiment à partir de ce modèle-là. Et en partie, ça va être du travail à la main. D'accord. Et alors, vous, Charles, exactement, qu'est-ce que vous y faites exactement là? Moi, du coup, c'est passer cette étape de CAO, de construction par ordinateur. Moi, si vous voulez, grâce à ça, je vais avoir des codes précises que Marianne m'aura donné via l'ordinateur pour justement répondre à ses attentes et pas... Parce que si je pars juste du croquis, je devrais me retrouver à téléphoner à Marianne toutes les semaines ou toutes les heures ou dans l'avancée de mon projet en lui demandant est-ce que là ça te va, est-ce que là ça te va niveau cotation, alors que sur la CAO directement, je me retrouve avec quelque chose qui est déjà coté et que je peux travailler de mon côté avant de lui présenter la première pièce qui sera du coup à l'identique de celle qui a été exécutée à l'ordinateur. Vous percevez aussi les contraintes et les difficultés qu'un bijou parfois rencontre. C'est-à-dire que si Marianne met moins de matière que ce qu'il en faut là pour la solidité de la pièce, je vais revenir vers elle en disant faut faire attention là parce qu'on va être trop fin ou on va manquer de matière pour que la pièce reste solide. Et donc on reviendrait sur la CAO pour changer ça et varier en fonction des épaisseurs qu'on doit en mettre. Alors ici, en tout cas, on voit de très très beaux bijoux qui sont faits avec de l'or. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai aussi un peu envie de savoir combien ça coûte, où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Je suis extrêmement intriguée. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Nous, on revient évidemment dans quelques minutes pour en savoir plus. Et puis, bien évidemment, je vous donnerai toutes ces informations. Allez, à tout de suite, tout le monde. J'ai envie de dire, peu importe combien ça coûte, là, ma chère Célia, parce que d'habitude, Célia, on l'envoie en duplex dans des boulangeries, dans des chocolateries. Elle nous ramène un peu de chocolat, des madeleines. Là, cette fois, tu ramènes les bijoux, tu ramènes les pierres précieuses, tu vois, en souvenir. Célia, on fait ça? Bon, c'est compris. On se retrouve tout à l'heure, Promis, Célia. tu peux compter sur moi. Voilà. Les amis, notre héroïne du jour a créé son propre média consacré à la mode pour toutes et tous, celle qui ne prend pas de haut, celle qui est plus inclusive. Et ça se passe évidemment près de chez vous.
Ouais, très content de vous recevoir, Louise Parent, rédactrice en chef et fondatrice de WAM Média. Vous allez me dire dans quelques instants ce que signifie cet acronyme, parce que c'en est un aussi, WAM. Mais vous vous en rappelez sûrement, la fin de l'année, on avait reçu Malika Ménard pour son livre Fuck les complexes, et qui nous avait parlé de Louise. Il nous a dit, mais quand est-ce que vous la recevez? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Louise Parent est avec nous. Je sais que vous avez toujours adoré la mode, et c'est justement ce qui vous a poussé à lancer ce média. Alors WAM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est We Are Millennials parce que en fait. Ça s'écrit W-A-M. Hein? Oui, exactement, W-A-M pour We Are Millennials en fait. Donc, mais plus infinité, je voulais vraiment parler aux nouvelles générations qui aiment la mode ou qui ne la comprennent pas également, puisqu'en fait, moi c'est quelque chose qui me passionne évidemment depuis toujours, et je voulais vraiment partager cette passion et faire le pont entre la mode, le vêtement, les tendances et en fait le reste du monde. En fait, vraiment essayer de dévoiler, de partager cette histoire, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la mode, on est tous acteurs au final dans ce domaine, et donc voilà. Oui, on est tous acteurs parce que WAM, ça veut dire aussi moi. Oui, exactement. C'est moi en verlan. Exactement. Merci beaucoup. Ah oui, T'es un peu jeune. Mais oui, du coup, on avait un peu le jeu Bienvenue chez WAM, mais voilà, c'est vraiment la mode en règle générale, la beauté, la société, vraiment toute cette partie-là. C'est un magazine qui est en ligne? Oui, exactement. C'est un magazine qui est en ligne. J'aurais adoré le faire en papier, mais déjà, c'est un secteur qui se porte pas très bien aujourd'hui et qui justement est pas très écologique. Mais maintenant, je me dis que la mode papier, la mode digitale, c'est pas pareil non plus. Mais bon, mais voilà. Mais en ligne. On a remis en question tout le plan de carrière de Louise Parent. 2022, on revient sur le papier. J'ai un peu perdu, mais oui, c'est. On va trouver l'équilibre. Exactement, mais voilà, c'est vraiment du digital, et en fait pour que justement tout le monde, ça soit accès à tout le monde en fait, quel que soit où il se trouve dans la région où il se trouve. Pardon, si vous nous rejoignez, rappelez-vous, ce que vous avez loupé, c'est tout notre débat sur la pollution digitale avec Inès Léonard-Duzy qui est venue répondre à nos questions. Évidemment, j'ai vu cet article aussi sur auféminin.com. On va voir à l'écran, c'est titré « À quand la une du Vogue ?» Une tribune que vous avez écrite. On vous présente comme leader d'opinion dans la mode. J'aime beaucoup aussi ça. Pourquoi est-ce que vous avez écrit cette tribune? En fait, ils m'ont proposé d'écrire une tribune sur le sujet que je voulais. Et je voulais vraiment parler de la mode, parce que c'est un métier qui fascine autant qui nous dépasse. C'est un métier qui, pour tous ceux qui sont en dehors de ce milieu, on n'a que le Diable s'habille en Prada en référence, alors qu'en fait, c'est un monde incroyable et vraiment très vaste. Et donc, je me suis dit, je vais mettre mes mots, pourquoi j'aime la mode et qu'est-ce que la mode, en fait, peut apporter dans ce monde. Hein. Ça peut vraiment changer... je dirais pas changer le monde, parce qu'on ne sauve pas des vies, on n'est pas en train de trouver le vaccin contre le Covid, mais en tout cas, on est vraiment en train d'apporter de la joie et de la confiance en soi. En fait, un vêtement peut vraiment changer la personne. Mais quand vous dites « à quand la une du Vogue », ça veut dire quoi? En fait, c'était en toute modestie. En toute modestie, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'ai vraiment peur de rien et j'aime bien viser haut. Et je me suis dit, mon rêve, c'est vraiment de faire la couverture du Vogue, et y travailler d'ailleurs dans le Vogue. Je ne sais pas, être correspondante là pour eux, mais en intervenante. Mais vraiment, Vogue, c'est un nom qui parle à tout le monde, même qu'on connaît la mode ou la presse ou pas du tout. C'est une vraie référence. C'est une vraie référence, et c'est vraiment une référence culturelle et vraiment élitiste. Et si je la fais un jour, franchement, je serais contente. Pourquoi vous avez créé votre propre média? Parce que vous avez travaillé pour la presse traditionnelle. Oui, exactement. J'ai travaillé pour la presse traditionnelle, et en fait, j'ai créé mon propre média parce que pour répondre à des besoins différents, c'est-à-dire que je voulais redonner goût à la presse papier, mais à travers le digital. Et en fait, aujourd'hui, on lit pas vraiment les articles un peu féminins parce qu'il y a des pubs partout. Il faut déjà accepter les cookies, ensuite, Et ça, je voulais pas. Donc, en fait, je voulais vraiment un média qui soit simple d'utilisation, ludique et attrayant, inspirant, en fait. Donc, je me suis dit, allons-y. Puisqu'on est dans une conversation, pour tout vous dire, moi, quand j'ai commencé ce métier, Ouais. j'ai moi-même créé mon propre média, mais parce que personne ne m'employait. Ah ouais? Tout simplement, aujourd'hui, j'ai de la chance d'être ici avec vous dans cette émission, mais ça a été un peu compliqué avant d'en arriver là. Alors, pour être honnête, moi, j'ai galéré aussi. Hein. Ah ouais? En fait, je suis quelqu'un qui ne prend pas un nom pour acquis. Donc, si vous me fermez la porte, je rentrerai par la fenêtre ou par la cheminée. Je rentrerai. En tout cas, si je veux quelque chose, je rentre. Et donc, en fait, on m'a déjà fermé la porte plusieurs fois. Et puis, au final, au bout d'un moment, j'ai montré que
bah, si on me prenait, c'était pour ma passion et mon expertise dans la mode et pas parce que je faisais 1m80 ou que j'étais déménageuse. Enfin, on n'a pas besoin, il y a des trucs que je peux pas faire, mais le reste, ça, je peux. Donc vraiment, je voulais le faire et voilà. Donc j'ai appris. L'un des grands sujets d'actualité dans la mode, sur les couvertures évidemment, puisqu'il est question de beaucoup d'images aussi, c'est d'avoir une mode plus inclusive. Oui. Pour tous les corps, pour toutes les couleurs, pour tous les âges. Pour tout le monde. Également. Ça, c'est un de vos combats aussi? C'est un combat. Alors, c'est un combat que je mène depuis toujours de manière... genre sans le vouloir, en fait, puisque, bah, voilà... De fait, de manière naturelle. Bah, de fait, voilà, de manière naturelle, c'est un combat, parce que bah, je suis de petite taille, donc voilà, ça se voit, c'est physique. Mais c'est vraiment un combat que j'espère mener à bien, mais pas juste un mouvement marketing, parce que moi, je suis arrivée dans le milieu, on ne parlait pas encore d'inclusivité. Maintenant, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est juste une façon de se redorer un peu l'image et de dire, voilà, on aime tout le monde? Ou est-ce que ça va vraiment être un parti pris et une révélation pour l'avenir? Ça, je l'espère et c'est un combat que je veux faire parce que, en fait, j'en ai juste un peu marre qu'on utilise la personne différente, entre guillemets, qui casse un peu les codes et qu'on la met devant sans vraiment expliquer quelle est cette personne. En fait, juste dire, bon, bah voilà, j'ai mis une personne un peu plus ronde, un peu plus petite, de couleur, etc., juste pour me donner une belle image. Non, je veux vraiment que bah, vous prenez cette personne comme vous me prenez pour ce que je vaux, pour ce que je suis, pas juste parce que je suis petite. Dans ce cas-là, prenez quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Inès, j'imagine que c'est un combat qui vous parle aussi. Hein. Vous, en tant que femme, que CEO aussi d'une ONG. Et femme de couleur, femme jeune dans un milieu très masculin, à la fois l'écologie et le numérique, d'origine avec des obédiences religieuses qui aujourd'hui sont compliquées. Évidemment, on est toujours reprise un peu pour ce qu'on est et ce qu'on semble être, et on s'arrête là. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et évidemment, il y a beaucoup de femmes dans mon cas qui se demandent, et je me demande, est-ce que quand on est mis à l'honneur, c'est parce qu'on est une femme ou parce qu'on en vaut vraiment la peine et qu'on fait les choses bien? Et ça, c'est, je pense, une question qu'on se pose en permanence quand on nous sollicite. Bah ça, c'est mon combat. Moi, c'est vraiment mon combat, en revanche. C'est pour ça qu'il y a plein d'interviews ou autres où j'ai refusé d'y être parce que c'était que sur ma taille. Et parfois, maintenant où j'en suis arrivée là, où j'ai monté mon média, où je suis appelée comme leader d'opinion dans le milieu de la mode, et ils me parlaient de ma success story. Et au final, les questions qu'on me donnait, c'était que sur ma taille. Mais vraiment pas une question sur la mode. Et là, j'étais là, OK. Donc, en fait, j'ai beau me battre. Parfois, on s'arrêtera juste à ce... Bah, non, parce que c'est comme ça. Et puis, vous dites non. Et puis, c'est bon. Enfin... Si j'arrive à prouver que j'en suis entièrement capable, et je l'ai prouvé, et justement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le milieu de la mode, vraiment mode, m'a beaucoup plus accepté que l'extérieur, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Enfin, moi, c'est pour ça que j'adore ce métier. Mais... Justement, Louise, je me permets en quelques secondes, on a vu, ou peut-être pas encore, cette photo avec Jean-Paul Gaultier. Oui. Jean-Paul Gaultier qui est né à Bagneux, dans le 92. Est-ce que c'est une inspiration pour vous? Oui, bah bien sûr. Enfin, en fait, cette photo date de quand je suis rentrée dans une école de mode et vraiment, c'est des grands noms de la mode. Enfin, et je me suis dit, waouh, je vais pouvoir le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui est incroyable et qui est gentil, qui est humain. Et vraiment, c'était une super belle rencontre. Ah là là, c'est la France, c'est Paris, évidemment. Jean-Paul Gaultier, Paris, 1er arrondissement. On va retrouver Célia Semama maintenant, justement, du côté de Courbet. Tout à fait, Rafale. Ça y est, moi j'ai décidé de quitter les baguettes de pain, les tracteurs pour les strass et paillettes, comme tu peux le voir justement ici. Alors, dites-moi, Manuel, non seulement vous êtes écologique, mais en plus vous êtes engagé. Oui, c'est une vraie raison d'être aussi, et c'est pour ça qu'on a créé une collection qui s'appelle Let's Commit, dont 15% des ventes sont reversées à 12 associations. Il y a 6 associations pour la nature, 6 associations pour l'homme, et c'est quand le client achète un de ces cordons qu'il va nous désigner l'association qu'il souhaite qu'on soutienne. Et alors, dites-moi, tout ça c'est bien beau, mais combien ça coûte concrètement en moyenne Alors, ça va de 280 € à 280 000 €. Alors, je sais que c'est très large, non, mais il y en a vraiment, il y a tous les prix, donc il n'y a pas de souci. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans cette très belle boutique. Nous, évidemment, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, donc restez avec nous. Allez, à très vite tout le monde. Salut ma Célia, on garde le contact évidemment directement sur notre page Facebook, France 3, Paris, Île-de-France. N'hésitez pas, merci à nos invités. WAM, le média est en ligne, Hubert, des nouvelles offres très bientôt du côté de chez Pôle emploi Île-de-France. Inès, il y a un livre qui arrive bientôt. Le 17 février aux éditions de l'Observatoire. Oui, ça va traiter de quoi? De pollution numérique et de mon parcours avec Digital Force the Planet. Ça fait un tour du monde assez merveilleux. Ça s'appelle Réparer le futur. Réparer le futur. Donc ça, c'est un livre qu'il faut absolument choper. Inès Menarduzzi, merci beaucoup. Oh, Inès, je termine avec vous.
puisque vous écrivez aussi des poèmes, il faut se dire de belles choses pour qu'on s'en souvienne tard. Prenez soin de vous et aussi des autres. Salut.